Bonsoir, bienvenue, Magorian numéro 2, merci d'être au rendez-vous. 2016 sera-t-elle l'année de la paix en Syrie? On ne sait toujours pas si les négociations débuteront ce lundi, comme prévu par la feuille de route de l'ONU, mais une chose est sûre, l'intervention militaire russe et dans une moindre mesure les attentats de Paris ont changé la donne. On en débattra avec nos invités en duplex depuis Paris. En Égypte, on célébrera lundi le 5e anniversaire de la révolution qui a eu raison de Moubarak, mais a-t-elle eu raison de l'autoritarisme militaire? Égypte, la stabilité à quel prix? Après Nasser et Moubarak, est-ce qu'avec Abdel Fattah al-Sisi, on prend les mêmes et on recommence? Ce sera le thème de notre débat en seconde partie d'émission. Viendront pas, les cartons d'invitation sont imprimés, mais les négociateurs syriens, eux, n'ont toujours pas pris leur billet pour se rendre à Genève lundi prochain. On imaginait pourtant un peu plus d'enthousiasme après la feuille de route, validée à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour sortir de la crise. Mais après 5 ans de haine abyssale, les Syriens, toutes tendances confondues, traînent encore des pieds. Pour en parler, 2 entretiens en duplex ce soir depuis Paris, avec un confrère d'abord, Jean-Dominique Merchet. Bonsoir, vous couvrez depuis des années les questions de défense, hier pour Libération, aujourd'hui pour le quotidien L'Opinion. Vous animez également un blog intitulé précisément Secret Défense. Entretien également avec un acteur, ou plutôt une actrice du conflit syrien. Randa Kassis, bonsoir, vous êtes militante de l'opposition laïque syrienne, vous êtes exilée en France, co-auteur avec Alexandre Delval du Chaos syrien. Vous avez eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes parce que votre emploi du temps est chargé et pour cause, vous pourrez bien vous retrouver dès ce lundi à la table de négociation. On vous retrouve tout de suite après l'entrée en matière de David Gomba. Historique pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, les 5 membres du Conseil de sécurité ont voté à l'unanimité en faveur d'une feuille de route pour une sortie de crise. First time since this war started that embraces a roadmap for actually trying to end it. A roadmap to try to bring about a peaceful resolution through the political process, obviously. Alors que prévoit le document ? Tout d'abord, une gouvernance crédible, inclusive et non confessionnelle. Elle aura la lourde tâche de rédiger une nouvelle constitution tout en préservant ce qui reste des institutions étatiques. Selon ce calendrier approuvé par le Conseil de sécurité, des élections libres et justes devront être organisées dans les 18 mois. Autre point de cette feuille de route, un cessez-le-feu entre l'armée d'Assad et les factions rebelles. Pourtant, ce cessez-le-feu ne s'appliquera pas aux actions offensives et défensives à l'encontre du groupe État islamique et du front Al-Nusra, identifié à Al-Qaïda. Pas la fin de la guerre donc. Si cet accord de façade entre les principaux acteurs internationaux en Syrie semble quasiment total, des divergences, et non des moindres, subsistent. Quel avenir pour Bachar al-Assad? La question du maintien au pouvoir ou pas du président alaouite est depuis le début du conflit en 2011 une question récurrente. Alors que Barack Obama a exigé le départ du président syrien, pour le russe Lavrov, ce sont les Syriens eux-mêmes qui décideront. Reste encore à déterminer si les 4 millions de Syriens réfugiés à l'étranger pourront participer au scrutin. Autre point de mésentente, la composition de la représentation de l'opposition. La Jordanie a reçu la lourde tâche de déterminer qui est terroriste et qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, seuls Daesh et Al-Nusra sont sur la liste. Ce qui ne semble pas convenir au régime d'Assad qui voudrait que cette liste inclue bien plus de noms, comme par exemple le groupe salafiste Ahrar al-Sham soutenu par la Turquie et le Qatar. Cette feuille de route doit s'accompagner de pourparlers qui devraient se tenir à Genève dès ce mois-ci. Au vu de divergences tenaces entre les parties, ce rendez-vous semble encore quelque peu incertain. Randa Kassis, pour commencer, je vais vous demander de vous hasarder un pronostic. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que les pourparlers vont s'ouvrir dans les jours qui viennent? C'est un peu dur. Il faut attendre quelques heures pour avoir la bonne réponse. Nous savons très bien que la rencontre de Lavrov et Kerry déjà est en cours. Alors il faut attendre quand même la réponse, surtout après la déclaration de Riyad Hajab, le dirigeant du comité suprême. Il a dit qu'il refusait d'être avec une autre délégation de l'opposition syrienne. Alors voilà. Nous devons attendre un tout petit peu, mais je ne suis pas si optimiste. Alors vous avez une position particulière, Randa Kassis, parce que contrairement à une grande majorité des opposants et des chancelleries occidentales, dont la France, vous avez toujours pensé, vous, qu'il fallait négocier avec Bachar al-Assad. Vous préférez donc le pragmatisme à la morale ?
Écoutez, il faut être pragmatique. Si vraiment nous voulons arriver ou trouver une solution en Syrie, nous devons quand même être pragmatiques. Ça, c'est d'abord, c'est pas une question de préférence, c'est une question de faire bouger les choses. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'après 5 ans, Bachar al-Assad et le régime syrien, ils sont toujours là. La Russie, elle est bien impliquée aussi dans ce dossier. C'est quoi la solution? J'aimerais bien aussi, comme les autres, faire chuter le régime demain d'ailleurs. Mais personne, de toute façon, a pu réussir à faire chuter le régime. Et aussi, il y a un autre risque, le risque djihadiste qui se trouve en Syrie. Alors, les islamistes radicaux, surtout que je ne crois pas vraiment aux islamistes modérés. Ceux qui disent certainement, il y a plusieurs pays européens qui parlent des islamistes modérés comme la France, dont bien sûr la France. Je ne crois pas trop à ces théories. Alors justement, Randa Kassis, vous venez de pointer peut-être le principal obstacle. En Syrie, nous devons quand même avoir un changement progressiste plutôt que radical. C'est ça le point de vue, je défends ce point de vue et aussi il faut être réaliste, comment faire changer les choses. C'est en collaborant bien certainement, en négociant, même en discutant avec les Russes qui sont prêts aussi à établir ou instaurer, on va dire, un nouveau gouvernement, un gouvernement partagé entre le régime et l'opposition syrienne, avec des opposants raisonnables et pas certains opposants qui sont quand même qui ne comprennent rien à la politique, comme la délégation de Riyad. Alors justement, Randa Kassis, l'opposition, vous l'avez pointé du doigt, elle est très hétérogène, c'est un euphémisme. Comment vous allez réussir à vous mettre d'accord quand on sait qu'il y a par exemple dans l'opposition, et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, les djihadistes les plus radicaux? Comment peut-on négocier face à une opposition aussi émiettée, morcelée? Je crois qu'il faut aller par étapes. Ça, c'est d'abord. Alors, la première étape, c'est... nous savons très bien ce qui a été en fait fait à Vienne, l'accord de Vienne qui a résulté quand même la résolution de 2254, ça veut dire avoir une délégation de l'opposition, mais de toute l'opposition. Ça veut dire des opposants, ceux qui sont réunis à Riyad et d'autres qui sont réunis, bien sûr, au Caire, Moscou et même Astana. Alors, avoir cette opposition-là pour mieux discuter ou négocier plutôt avec le régime syrien, en discutant en même parallèlement avec les Russes, parce que c'est eux les seuls qui peuvent quand même imposer une telle solution sur le régime syrien. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand on arrive quand même à composer une délégation qui est équilibrée, nous pourrons après aller vers la réforme de la constitution syrienne. Et c'est ça le but, la réforme. Ensuite de la réforme, il faut travailler sur un gouvernement partagé afin aussi de combattre les radicaux qui se trouvent sur le terrain. Alors, dernière question, Randa Kassis, elle est peut-être plus personnelle pour terminer. Il faut définir qui est l'ennemi. C'est ça aussi notre priorité. Dernière question, Randa Kassis, elle est plus personnelle. Votre père, psychologue, était lui aussi un opposant au régime d'Assad, le père, évidemment. Vous l'avez rejoint en Algérie à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous aspirez à rentrer un jour dans votre pays natal, très prochainement peut-être ? Certainement, certainement, puisque je travaille sur cette solution-là, je suis quand même, je fais pousser les choses, je travaille avec d'autres opposants, j'essaye aussi d'être toujours en contact avec les acteurs de ce dossier. Alors certainement, c'est pour partir à Damas et faire changer les choses, et certainement pour être dans le gouvernement. Merci Randa Kassis, merci d'avoir ou après. Merci Randa Kassis d'avoir répondu à l'invitation d'I24 et du Magorian. Je rappelle que vous avez coécrit avec Alexandre Deval le chaos syrien. Merci. Jean-Dominique Merchet, Bachar, on le sait, est en train de reprendre le contrôle de plusieurs zones en Syrie. Son allié iranien a même été réhabilité sur la scène internationale. Pourquoi donc le président syrien se tracasserait-il à aller négocier alors qu'il est en position de force ? Est-ce que le président syrien est autant en position de force que ça? Il était
au bord de l'effondrement l'été dernier, c'est vrai, et l'intervention russe l'a remis en selle militairement. Il reconquiert un peu de territoire, mais il n'est pas capable encore d'inverser totalement la situation. On est quand même plutôt dans une situation de blocage avec 3 acteurs en Syrie, le régime et ses alliés, l'opposition dite modérée, plutôt pro-occidentale ou pro-arabe, et Daesh, l'État islamique. Et on sent bien que personne n'est capable aujourd'hui de l'emporter. Donc effectivement, nous sommes dans une situation de blocage militaire sur le terrain et également de blocage politique. Donc les acteurs internationaux ont sans doute, Russie et États-Unis notamment, ont sans doute envie de débloquer cette situation, mais d'où l'activité diplomatique en cours. Alors vous êtes journaliste spécialiste des affaires de défense. Est-ce que selon vous, dans le rapport des forces actuelles que vous venez de décrire sur le terrain, l'une ou l'autre partie peut être vaincue militairement ? Je ne le pense pas, justement. Tout le problème est là. C'est que quand vous avez des guerres qui s'éternisent, où il n'y a pas de vainqueur possible et où, au fond, la seule option, c'est la continuation de la guerre sur le terrain, il faut trouver des issues. Le régime n'a absolument pas les moyens humains de reconquérir la totalité, même pas de la Syrie, mais de la Syrie qu'il espère contrôler, c'est-à-dire toute la partie occidentale du pays, ce qu'on appelle la Syrie utile. En gros, le littoral et toute la région qui se situe entre Damas et Alep, qui sont les 2 pôles historiques du pays. Donc, face à cette situation de blocage, parce qu'il n'a pas assez de troupes, on voit bien qu'il est obligé de faire appel à des alliés étrangers, les Russes pour le soutien aérien, mais aussi les Iraniens et les supplétifs irakiens, afghans, qui viennent combattre plus ou moins comme mercenaires, en fait, des groupes chiites qui sont anglais. Il n'y a plus assez de moyens dans l'armée de Bachar, qui d'ailleurs a été très affaibli et les Russes essaient de la réorganiser pour reconquérir le pays. De l'autre côté, on voit bien que l'opposition soutenue par les Occidentaux n'a elle non plus pas les moyens de renverser le régime. On avait fait ce pari, quand je dis on, c'est la France et d'autres pays, mais la France notamment avait fait ce pari que l'opposition pourrait renverser par la force le régime. Mais on a fait ce pari en 2011 et nous sommes en 2016. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc quand il n'y a pas d'issue militaire, il faut trouver des issues politiques. C'est très compliqué, mais honnêtement aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Alors Jean-Dominique Merchet reste avec nous. Lise, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez sélectionné ce soir une question d'un internaute. Oui, celle de Sarah à Marseille qui nous demande si Vladimir Poutine a convaincu sur le dossier syrien. Et justement, on va écouter Vladimir Poutine. C'était à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier. Il défendait la position de Bachar el-Assad. Écoutez. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président syrien Bachar el-Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Mais fondamentalement, la seule solution à ce problème, c'est de remettre en place un gouvernement là où il a été détruit, afin de renforcer les institutions gouvernementales là où elles existent encore ou là où elles sont en train de prendre forme. Alors Jean-Dominique Merchet, les négociations vont s'ouvrir. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Vladimir Poutine que l'alliance est plus forte face à Daesh ? Oui. Oui, absolument. Vladimir Poutine a changé la donne. L'intervention russe a changé la donne. Il a été, comment dire, dans un bon français, un game changer. C'est évident que tout a changé sur la scène diplomatique et militaire depuis l'été dernier, depuis le mois de septembre. Mais, et c'est pour ça qu'il faut être prudent, il n'a quand même pas les moyens de
de gagner seul, de faire que la Russie et ses alliés, l'Iran, Assad, gagnent tout seuls la guerre. Donc ils sont en train de se rendre compte de ça, les Russes. En fait, ils sont arrivés pour sauver le régime, pensant que le régime avait les moyens de reconquérir militairement au sol avec l'appui aérien russe. Et très vite, les Russes se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Ils ont vu que les Iraniens n'étaient pas disposés à s'engager massivement, parce que ce n'est pas une guerre populaire en Iran, dans l'opinion publique iranienne. Les gens n'ont pas envie de mourir pour la Syrie. Et donc, il y a une sorte... il change la donne, mais il ne la change pas autant qu'il aurait voulu. Merci Jean-Dominique Merchet, c'est la fin de cette première partie de Magorian. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage, Jean-Dominique Merchet. On se retrouve tout de suite après un nouveau journal pour parler cette fois-ci de l'Égypte et de sa révolution, en tout cas de ce qu'il en reste. Ne bougez pas.